dans le contexte actuel, de tels contre-pieds par rapport à des choses aussi fondamentales, un tel écart par rapport, je dirais, à ce que ressent la société, mais à ce que l'on ressent de bon sens, sur la police, ça a été dit, sur la responsabilité, sur les policiers, enfin bref, tout ça, c'est vraiment très, très certain. Sur ce pays a du mal, enfin les élites politiques ont du mal à énoncer des problèmes qui se présentent de façon évidente, l'immigration, l'insécurité, etc. Je signale d'ailleurs, sauf erreur de ma part, à Aulnay, il y a une communauté asiatique très importante issue de l'immigration. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quand même intéressant. Moi, je demande depuis un moment... Comment vous analysez ça alors? Moi, je demande depuis un moment des statistiques complètes. C'est lié à la colonisation ? Non, non, non. Les Suédois ont des problèmes d'émeutes urbaines. Ils n'ont jamais colonisé personne. Donc, c'est pas... Je ne dis pas qu'il y a zéro lien, mais quand vous avez 11 ans, en 2023, si c'est une insurrection au nom de la colonisation passée, je pense qu'on tient là un petit génie qu'il faut cultiver parce que ce sera plus tard un esprit intellectuel. Non, ça ne joue pas, ça. Ça ne joue pas. Et au fond, nous n'avons pas su intégrer. Ça, c'est sûr. Il y a un problème d'immigration, il y a un problème d'intégration. Et on ne peut pas, en considérant les outils que nous avons à notre disposition, on ne peut pas estimer que l'intégration a fonctionné. Dans l'intégration, il y a beaucoup de choses qui doivent... Ce n'est pas le sujet qui doit fonctionner. Rien ne fonctionne correctement. Et élément supplémentaire, les familles sont déstructurées, familles monoparentales, etc. Pas toutes les communautés, ça dépend du type de communauté. L'Afrique subsaharienne montre beaucoup de communautés qui sont, je dirais, multiparentales, donc c'est compliqué. L'Afrique du Nord, en particulier l'Algérie, beaucoup de femmes seules, donc c'est compliqué. Mais dans le monde issu de l'immigration qui vient d'Asie, les choses ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y a cet élément culturel qu'il faut prendre en considération. Pierre Lepelletier, vous qui suivez de très près la NUPES, alors Dominique Régnier est assez pessimiste sur l'avenir de cet attelage politique. Comment en interne, justement, c'est vécu ? Il y a eu quand même des prises de position assez violentes entre les différents membres de la NUPES. Quel est l'avenir, selon vous, de cet attelage ? Ceux qu'on rencontre, les politiques que partagent en fait assez votre avis, les politiques de gauche, sur l'avenir de la NUPES, il y a 6 mois, tout le monde trouvait ça incroyable, génial, et que ça marchait, ça roulait. Il y a eu la réforme des retraites où ça a commencé à coincer parce qu'il y a eu des divergences avec les Insoumis sur la stratégie, est-ce qu'il fallait être avec les syndicats forcément ou non. Et là, c'est vrai que c'est quand même la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Même si la nuance que j'apporte, c'est que ces divergences existaient avant l'accord de la NUPES. Et une fois qu'il a fallu, entre guillemets, sauver des sièges, ils ont réussi à se mettre d'accord en 13 jours et 13 nuits. Donc on voit quand même qu'ils peuvent réussir à... Oui, mais pour les européennes, par exemple, l'intérêt politique n'a pas fonctionné. Oui, tout à fait. Et du coup, ce qui pose aussi la question de la survie de la NUPES, parce que, et c'est les Insoumis qui soulignent ça, c'est s'il n'y a pas la NUPES aux européennes, donc on se dirige vers ça. S'il n'y a pas la NUPES aux sénatoriales, on se dirige vers ça. S'il n'y a pas la NUPES aux municipales, pareil, même scénario. Comment justifier en 2027 d'arriver ensemble ? Et donc, est-ce que le risque, ce ne serait pas que la NUPES ne se limite qu'à un seul intergroupe à l'Assemblée nationale ? Tina Cohen, on a vu ce week-end des députés insoumis qui ont bravé l'interdiction de manifester lors de la manifestation de soutien à Adama Traoré. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des députés qui finalement s'affranchissent des interdictions ? Est-ce que... Alors, on a entendu plusieurs ministres dire ils sortent de l'arc républicain. Est-ce qu'on peut dire ça ? Des insoumis et une partie des écologistes aussi, mais ce que ça nous prouve une fois de plus, c'est le rapport assez ambigu, et je parle aussi sous l'autorité de Pierre, assez ambigu qu'entretiennent les insoumis et une partie des écologistes avec la violence. C'est pas un sujet qui est nouveau, c'est un sujet qu'on connaît depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. À chaque fois qu'il y a des dérives violentes dans un mouvement, comme ça a été le cas avec les émeutes évidemment, mais aussi pendant la réforme des retraites, on a un discours qui est toujours à la limite du fait de légitimer la violence avec cette idée que ce qui est légitime prend le pas sur ce qui est légal. Et une fois de plus, c'est ce qui s'est passé avec cette manifestation. Certes, elle était interdite, donc illégale, mais elle est jugée légitime. C'est tout le principe aussi de la désobéissance civile qui est censée être non violente, mais qui est prônée par tous les écologistes. Et une fois de plus, ils font cette hiérarchie qui les mène à sortir des règles
Et ça s'inscrit dans ce discours extrêmement ambigu qui est reproché, parce que le pari qui est un petit peu fait aussi au sein des Insoumis, c'est l'idée que si la violence prend le pas et que les revendications se répandent dans la rue et que ça mène une forme de chaos, finalement c'est ce chaos qui pourra élever la France insoumise et qui pourra lui permettre de prendre le pouvoir. Or on voit qu'en fait à chaque séquence violente qui traverse la société, c'est plutôt Marine Le Pen qui en sort renforcée. Alors il y en a qui sont en première ligne face à ces violences en permanence, que ce soit pendant les retraites, pendant les émeutes ou pendant cette manifestation. Ce sont les policiers. Comment vivent-ils justement ces prises de position d'une partie de la gauche qui dit finalement la violence, ça peut être légitime, ça peut servir à quelque chose? Je vous laisse imaginer qu'ils le vivent mais extrêmement mal. Ils le vivent extrêmement mal, surtout venant par exemple de personnes comme Jean-Luc Mélenchon, qui se voulait être l'arbitre des élégances républicaines pendant très longtemps et qui maintenant finalement pointe un doigt vengeur sur justement ceux qui sont censés protéger la République. Quand ils manifestent dans la rue au milieu de gens qui crient « tout le monde déteste la police », on a le droit d'imaginer que celui qui déteste plus la police actuellement maintenant, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même. Je veux dire, il faut quand même rappeler que M. Mélenchon a été condamné en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 8 000 € d'amende pour avoir quasiment joué du poing avec des policiers qui faisaient une perquisition dans son... La République, c'est moi. La République, c'est moi. On s'en souvient de cette vidéo extrêmement violente et le policier ne savait plus quoi faire. Il était désemparé. On se rappelle de ces saillies, notamment, pardonnez-moi, mais Jim, mais ces saillies qu'il a fait sur les braves M pendant ces fameuses brigades motorisées là, pendant la manif des retraites. Mais il disait que ces gens-là, il fallait les enfermer ou les mettre dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'il disait que c'est des gens qui sont formés pour tabasser les gens. Alors évidemment, les policiers, ce qui ne se rend pas compte, c'est qu'il est aveuglé par son idéologie et que les policiers sont avant tout des fils du peuple. Parce que quand vous êtes gardien de la paix, vous êtes généralement pas issu forcément des milieux les plus favorisés. Vous êtes issu, recruté dans les banlieues, vous êtes payé 1 800 € par mois, vous vivez dans les cités HLM, et c'est un recrutement qui est extrêmement pluriel, donc avec des gens de cité, etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il joue contre son camp quelque part. Et je trouve ça incroyable. Je trouve que la séquence a montré aussi finalement la faiblesse des Insoumis, c'est qu'ils n'ont pas d'élus locaux. Et en fait, on l'a vraiment senti. Pas de maillage territorial. Pas de maillage territorial, pas de maire, pas d'élus. Enfin, du coup, il y a un rapport au terrain où on sent que c'est complètement différent avec les socialistes et même les écologistes, qui eux, les maires, sont confrontés à cette violence. Dominique Régnier, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être durablement affaiblis par cet épisode? Oui, j'ajouterais que dans l'opinion. La façon de parler des policiers de Jean-Luc Mélenchon a des conséquences parce que ça crée dans une partie de la population une détestation de la police qui se termine par des policiers agressés hors de leur service, par des familles de policiers, par des policières qui sont terrorisées. Enfin, c'est tout à fait irresponsable. On n'a jamais vu ça. Un parti, les adresses qui circulent sur les réseaux sociaux. Deuxième groupe d'opposition, en tout cas à l'Assemblée nationale, on n'a jamais vu ça. Et circuler auprès de personnes qui, en effet, chantent « on déteste la police », mais avec l'écharpe tricolore, on n'a jamais vu ça. C'est quand même quelque chose de très... Moi, je pense que pour la société, dans son ensemble, c'est terminé. Je serais intéressé de voir le comportement auprès de leur clientèle, parce que manifestement, ils ont cet espoir-là, vous le disiez tout à l'heure. Je rappelle qu'en 2022... je le dis comme ça, c'est toujours un peu raccourci et un peu brutal, je suis désolé. 70% des Français de religion musulmane qui ont voté pour Mélenchon au premier tour. Donc il y a une... Et ça a été théorisé par les équipes de Mélenchon, ça, par rapport à 2017. Mais ces Français musulmans... Il y a de l'électoralisme. Oui, mais ces Français musulmans... Moi, je suis pressé de voir ce qu'ils pensent de ce qu'a fait Mélenchon. Parce qu'à mon avis, ils sont très, très nombreux à ne pas accepter une telle évolution et à ne pas pouvoir se ranger auprès d'un tel irresponsable qui veut mettre le pays à feu et à sang, parce que c'est leur gamin. On a vu le père qui allait chercher son enfant pour le mettre son fils, un peu rudement, pour le mettre dans le coffre de sa voiture. On a vu une mère faire pareil, on a vu une femme, ça a marqué tout le monde, crier « ne touchez pas à l'école, pas à l'école ». Bon, ça, c'est le même univers qui ne veut pas de ça. Ouais. Et donc là, je pense que Mélenchon est allé vers l'ultra-gauche, d'où il vient. Et que c'est ça qui m'a le plus marqué, moi, c'est la contamination de ce rapport assumé, théorisé à la violence physique, comme vous le disiez, dans l'ultra-gauche, depuis toujours, et qui ressurgit là, alors qu'on pensait plutôt
qu'elle avait disparu. Et juste pardon, pour ajouter, peut-être souligner le fait qu'avec ces nouveaux groupes d'insoumis, d'écologistes qui sont arrivés à l'Assemblée, on a des nouveaux profils avec des députés qui sont aussi issus du militantisme et d'un rapport à la politique qui est différent. Et je parlais tout à l'heure de la désobéissance civile. Il y a des députés insoumis ou écologistes qui sont des anciens militants d'Alternativa ou d'autres mouvements. Alors là, pour le coup, c'est pour le climat, mais qui sont des adeptes de la désobéissance civile, qui étaient des profils qu'on n'avait pas auparavant à l'Assemblée nationale, et d'autres militants simplement radicaux qui n'ont pas la même culture quand ils arrivent. Et c'est là qu'on voit bien la différence avec les socialistes aussi, qui n'ont pas du tout la même trajectoire militante et politique. Et en fait, vous avez des anciens militants d'associations ou de groupes plus radicaux qui sont arrivés à l'Assemblée. Et donc on voit ce que ça fait. Un ancien militant qui désormais a une écharpe tricolore, finalement, maintenant, ils utilisent cette écharpe pour donner plus de poids à des combats qu'ils portaient avec des méthodes qu'ils avaient déjà auparavant et qui ne sont pas forcément en adéquation avec la manière dont on imagine la fonction de député. Je peux juste préciser un point, parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises. Ça n'est pas de la désobéissance civile. Hein. Non, ça non. C'est de la désobéissance. Oui. La désobéissance civile, c'est une catégorie très précise, comme vous le savez, qui requiert d'avoir épuisé toutes les voies de recours légales, électorales, etc. Et encore, en arrivant sur l'impossibilité morale d'obéir. Malheureusement, cette formule a été dévoyée. C'est une grande idée, la désobéissance civile. Là, on a du refus d'obéir. Voilà. Et c'est donc une espèce de... Mais c'est souvent vécu par eux comme une forme de désobéissance civile. Ils n'ont pas suffisamment travaillé, je dirais, l'origine de cette notion-là, c'est des grandes origines, qui a été particulièrement utilisée aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Et maintenant, le fait de ne pas être d'accord est habillé de désobéissance civile et crée un trouble profond dans la société.